Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire d'une nouvelle série qui vous est présentée par le cabinet HLA, intitulée « Énergie et environnement en Europe, nouvelles règles, nouveaux possibles ». J'aurai l'occasion avec mes confrères Pauline Morus, Ariel Guillaumeau, Sylvain Amanaka et Guillaume Cornu, ainsi que deux personnalités extérieures, Christophe Neves, président de S2E Conseil, et Vincent Derbali d'EPEX Spot, de vous présenter de décrypter plusieurs sujets qui sont à l'actualité, si je puis dire, puisque ce sont les textes communautaires qui sont en train de sortir les uns après les autres sur le sujet de l'énergie, la TOSINSU et un peu plus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la directive RED 3 qui a été approuvée voici quelques jours par le Conseil. Puis le 25 octobre, nous traiterons de les nouvelles catégories de la taxonomie européenne, puisque vous savez que les deux premiers règlements délégués concernant l'énergie sont sortis il y a maintenant 1 an et demi, mais en revanche manquaient les règlements délégués sur prévention des pollutions, biodiversité, eau et océans et économie circulaire. Nous traiterons ensuite le 8 novembre de la directive CSRD et des actes délégués ESRS. Puis le 15 novembre, le marché européen de l'électricité. Vous savez qu'un accord a été trouvé avec les 27 membres du Conseil, mais encore faut-il que cet accord soit entériné en trilogue, ce qui n'est pas tout à fait fait. Nous traiterons du 22 novembre de la refonte de la directive relative à l'efficacité énergétique, dont on a très peu parlé, mais qui est importante. Et enfin, le 29 novembre, d'un sujet qui peut paraître annexe, mais qui va être très important pour tout le monde économique et financier, qui est la lutte contre le greenwashing, c'est-à-dire les assertions environnementales. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, je vais essayer de décrypter un texte qui est quand même assez volumineux, hein, parce que voilà, le texte c'est ça, donc j'ai pas la pagination, mais je pense qu'il y a une 150 pages, sur la directive RED 3, qui devrait booster fortement les énergies renouvelables. Mon propos s'orientera autour de deux grandes parties. La première partie sera consacrée aux sujets transversaux, c'est-à-dire qui concernent en fait toutes les énergies renouvelables. Et la deuxième partie sera consacrée à la fois à des dispositions spécifiques à certaines énergies renouvelables, carburants renouvelables non biologiques, biomasse forestière et énergie renouvelable en mer, et des dispositions spécifiques relatives aux usages, chauffage, transport, bâtiment et industrie. Voilà, vous voyez, nous avons un repas qui est relativement copieux, si je puis dire. Alors, tout d'abord, il faut rappeler le contexte dans lequel intervient cette directive RED 3. En fait, vous avez peut-être suivi la sortie du rapport de l'Agence internationale de l'énergie, feuille de route 2030, qui a été mise à jour voici quelques jours, et qui fait des énergies renouvelables vraiment la pierre angulaire de la transition, en indiquant qu'en réalité, et c'est une raison d'être optimiste, et je dois dire que par les temps qui courent, elles ne sont pas si nombreuses, donc réjouissons-nous ensemble, qui permet d'établir que nous pourrions effectivement atteindre nos objectifs de 2030. Alors, le texte qui a été voté par le Parlement européen le 12 septembre 2023 et adopté définitivement par le Conseil le 20 septembre 2023 modifie plusieurs directives, dont la directive 2018-2001, qui est la grande directive de départ, le règlement 2018-1999 et la directive 98-70 et un certain nombre d'autres textes. C'est un texte très dense qui vient compléter et pérenniser les dispositions d'un règlement dont en France on a de manière assez étrange très peu parlé, qui est un règlement du 22 décembre 2022 dit d'accélération des énergies renouvelables, qui
aurait dû permettre à tous nos acteurs de pouvoir bénéficier d'autorisations dans des délais extrêmement brefs, que ce soit les autorisations de réalisation des projets ou que ce soit les autorisations de raccordement, dont personnellement, mais peut-être dans les questions vous me direz le contraire, je n'ai pas vu beaucoup d'effectivité. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est quand même les objectifs qui sont donnés, qui sont extrêmement ambitieux. Je rappelle que l'objectif général, c'est 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce qui est quand même tout à fait colossal. Ça représente, selon le président de la République, une réduction pour nous en France de l'ordre de 5% par an. Donc, et nous sommes autour de 2,3, 2,4. Et des énergies renouvelables à hauteur de 42,5% d'ici 2030, si possible 45%. C'est absolument gigantesque. Cela représente des objectifs spécifiques. Par exemple, pour les transports, il faut une réduction de 14,5% de gaz à effet de serre grâce aux énergies renouvelables ou 29% d'ENR dans la consommation finale du secteur, avec un objectif spécifique pour les biocarburants, nous y reviendrons. Pour l'industrie, c'est une augmentation de 1,6% par an de recourir aux énergies renouvelables. L'hydrogène doit être renouvelable à hauteur de 42% en 2030 et 60% en 2035. Alors, cet objectif hydrogène peut être réduit de 20% à la norme de la France, c'est-à-dire 22% seulement pour 2030 et 40% en 2035. La différence étant assurée par le nucléaire à la condition que la France atteigne son objectif général sur les ENR, c'est-à-dire 42,5%, ce qui n'est pas tout à fait gagné. Cette directive s'intègre dans un contexte beaucoup plus vaste qui fait des ENR le point cardinal pour atteindre la neutralité carbone. Ça ne veut pas dire que l'on n'ait pas le droit de recourir à d'autres sources non énergie renouvelable pour parvenir à l'objectif, mais c'est en plus. Ça ne change rien à l'objectif de 42,5% d'ENR en 2030. Voilà donc le résumé très, très rapide de ce texte. Alors venons-en maintenant à des choses un peu plus précises. Et d'abord, les sujets transversaux. Alors, l'objectif de la directive, il est clair, c'est atteindre les objectifs climatiques par une massification et une acceptabilité croissante. Ça veut dire quoi, acceptabilité croissante? Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur tout ce qui est autoconsommation collective, développement des communautés locales d'énergie qui font participer les citoyens et qui, par conséquent, rendent par définition tout à fait acceptables les projets qui sont mis en œuvre, d'autant plus qu'ils sont générateurs d'économies. Alors, 3 voies sont précisées, auxquelles s'ajoutent 2 séries de mesures pratiques. Quelles sont ces voies? Tout d'abord, l'aménagement du territoire, la planification territoriale et la cartographie de déploiement des énergies renouvelables. Il faudra que d'ici globalement juillet 2025, c'est 18 mois après la sortie de la directive, donc si on pense qu'elle sort autour du 1er janvier, disons que ça nous met à la moitié de l'année 2025, les États membres devront avoir procédé à une cartographie coordonnée en vue de déploiement des énergies renouvelables sur leur territoire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de recenser le potentiel national en termes d'énergie renouvelable sur les zones terrestres, les zones souterraines, pour la géothermie par exemple, maritimes et intérieures, et les infrastructures connexes, en particulier le réseau et le stockage, avec toutes les difficultés que l'on connaît en ce qui concerne le raccordement au réseau. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Et le texte met en exergue un concept qui est un peu nouveau, qui est celui de participation active de la demande. Ça veut dire quoi, participation active de la demande? Ça veut dire qu'on ne se met pas seulement du côté de l'offre, c'est-à-dire de la proposition
des fournisseurs d'énergie, on se met du côté de la demande, c'est-à-dire les utilisateurs d'énergie, qui doivent, autant que faire se peut, participer à l'effort collectif. Comment? D'abord en se produisant eux-mêmes leur énergie et ensuite en faisant des efforts dans l'utilisation de manière à participer à l'équilibre général et donc à peser le moins possible sur le réseau. Par ailleurs, le concept de zone d'accélération des énergies renouvelables est repris. C'est un concept que nous connaissons bien en France, puisque nous l'avons dans la loi, qui était apparu avec le règlement de décembre 2022. Il est rendu effectif par ce texte avec une obligation de mettre en place un ou plusieurs plans sur les zones maritimes comme sur les zones artificialisées et déjà construites. La planification territoriale habituelle de Scott, PLUI, etc., est mise également à contribution et il faudra que ces textes, ces plans locaux intègrent le déploiement des énergies renouvelables, y compris pour l'autoconsommation, y compris pour les communautés d'énergie renouvelable, y compris pour la valorisation de la chaleur et du froid fatal. Je reviendrai sur ce point. Vous savez, je pense que vous le savez tous, que la chaleur et le froid fatal, ce sont ces calories en froid ou en chaud qui ne sont pas produites volontairement, mais qui résultent d'autres processus et qu'il faut utiliser parce que sinon elles partent dans l'atmosphère et ne servent à rien. Voilà donc le premier volet, l'aménagement, la cartographie. Deuxième volet, qui retiendra très certainement l'attention des praticiens que certains d'entre vous et même beaucoup d'entre vous sont, la simplification et l'allègement des procédures. Alors, la procédure d'octroi de permis concerne tous les aspects du permis, toutes les formes d'énergie, tous les actifs nécessaires au raccordement et au stockage, y compris les réseaux de chauffage et de refroidissement, y compris les permis de raccordement, y compris les évaluations environnementales. Un délai, quand le dossier est déposé, un délai très court est donné à l'administration pour regarder si le dossier est complet. Donc, ce n'est pas 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est 30 jours si on est en zone d'accélération des énergies renouvelables, 45 jours si on est hors zone d'accélération des énergies renouvelables. Au passage, ce texte pourra rassurer tous ceux chez nous qui craignaient, notamment du fait de la rédaction de la loi sur les énergies renouvelables françaises, qu'en dehors des zones d'accélération, on ne puisse plus rien faire. Pas du tout. Les délais sont un peu plus longs, mais on peut faire exactement la même chose. Donc, si le dossier n'est pas complet, immédiatement, l'administration doit le dire de manière à permettre la complétude du dossier. Un seul point de contact est créé pour guider et aider le demandeur et veiller au respect des délais, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se trimballer de la préfecture à la commune, il y a un point de contact, un seul, et c'est lui qui doit tout gérer. Les États membres ont 2 ans pour que la procédure d'octroi de permis soit exécutée sous une forme électronique, ce qui permettra encore, bien entendu, de gagner du temps. Le texte prévoit que les recours devront être jugés le plus rapidement possible, et ça nous l'avons déjà dans nos textes. Alors, ce n'est pas toujours très favorable au droit de la défense, et les mécanismes alternatifs de règlement des différends doivent être encouragés. Alors, dans les zones d'accélération, le texte distingue les zones d'accélération des énergies renouvelables et les autres. Dans les zones d'accélération des énergies renouvelables, la procédure ne doit pas dépasser 1 an et 2 ans si c'est un projet en mer. S'il s'agit du rééquipement d'une centrale utilisant des énergies renouvelables ou d'une nouvelle installation inférieure à 500 kW, avec du stockage colocalisé de l'énergie, la durée de la procédure ne doit pas excéder 6 mois. Pour les parcs éoliens en mer, c'est 12 mois, avec une prolongation possible de 3 mois pour les premiers, 6 mois pour les seconds. Les nouvelles installations d'énergie renouvelable, y compris celles qui combinent plusieurs types de technologies, les raccordements, sont exemptés de l'obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement
sauf dans un cas s'il y a une incidence sur un état voisin. Mais dans tous les autres cas, on considère que comme le travail sur l'incidence a déjà été fait au moment de la définition de la zone d'accélération, il n'y a plus besoin d'études. Les évaluations environnementales sont considérablement réduites, voire supprimées dans certains cas, avec des mesures d'atténuation pour l'éolien et le solaire qui sont prédéterminées. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen préalable pour voir si l'un ou l'autre des projets est susceptible d'avoir une incidence négative sur l'environnement imprévu. Le délai pour s'en rendre compte, c'est 45 jours et 30 jours pour les installations de moins de 150 kWh, ainsi que pour les demandes de rééquipement. Non, pardon, les demandes de rééquipement sont libres. À défaut de réponse dans le délai fixé, les étapes intermédiaires sont considérées comme approuvées et on passe à l'étape suivante jusqu'à la décision finale qui, elle, doit être explicite, sauf dans un cas que nous verrons plus loin. Ça, c'est pour les zones d'accélération. En dehors des zones d'accélération, la durée de la procédure ne doit pas dépasser 2 ans et 3 ans si on est sur un projet en mer. Si une évaluation environnementale est requise, une procédure unique doit être mise en œuvre. Si un projet comporte des mesures d'atténuation nécessaires, toute destruction ou perturbation des espèces protégées n'est pas considérée comme intentionnelle. Ça, c'est très important sur le plan pénal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de délit de destruction, car pour qu'il y ait délit de destruction, il faut une intention. Là, on considère qu'à partir du moment où le porteur de projet a mis en œuvre des mesures d'atténuation, par définition, il n'y a pas d'infraction. Pour le rééquipement des centrales électriques, les nouvelles installations de moins de 150 kW et le stockage colocalisé de l'énergie voient un délai de délivrance maximum de 12 mois, y compris s'il y a des évaluations environnementales requises. Pour le rééquipement d'une centrale qui n'entraîne pas d'accroissement de capacité supérieur à 15%, la procédure ne doit pas dépasser 3 mois, sauf problème de sécurité ou incompatibilité technique. Si une évaluation environnementale est nécessaire, elle doit se limiter aux incidences découlant de la modification et d'une extension par rapport au projet initial, mais il n'est pas question de refaire une étude d'ensemble. S'il s'agit d'une installation solaire et si aucun espace supplémentaire n'est utilisé, le projet est exempté de toute obligation de réaliser un examen préalable sur l'ensemble du projet. S'agissant des projets toujours d'énergie solaire et colocalisée d'énergie, y compris le solaire intégré dans les bâtiments, la durée de la procédure ne doit pas dépasser 3 mois et l'évaluation spécifique est inutile. Si l'installation solaire est égale ou inférieure à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs et les communautés d'énergie renouvelable, le délai ne doit pas dépasser 1 mois. En l'absence de réponse dans ce délai, on est en présence d'un permis tacite. C'est le seul cas de permis tacite. Dès lors que la capacité d'équipement ne dépasse pas la capacité existante de raccordement. S'il y a des soucis de contrainte pour l'exploitation du réseau électrique, le seuil de 100 kW, donc pour cette autorisation tacite, peut être abaissé, mais doit rester supérieur à 10,8 kW. S'il s'agit de permis d'installation de pompes à chaleur, si l'installation est inférieure à 50 MW, la procédure ne doit pas dépasser 1 mois, sauf dans le cas de pompes à chaleur géothermiques où le délai est de 3 mois. Enfin, le permis de raccordement au réseau doit être octroyé dans les 2 semaines qui suivent la notification à l'entité concernée. Donc, on est dans un raccourcissement des délais qui est absolument extraordinaire. Il faut voir comment tout ça va s'appliquer chez nous. Donc, voilà pour le rétrécissement des délais. Troisième point, la flexibilité, l'équilibrage et l'autoconsommation. Comme je le disais en commençant, la massification de l'autoconsommation est un leitmotiv de ce texte. Comment on fait pour massifier? Eh bien, on favorise les communautés locales d'énergie et l'autoconsommation, à la fois comme un facteur d'acceptabilité, comme un élément majeur de production, mais aussi de stockage et d'équilibre du marché. Dans cet objectif, le texte encourage des mesures nationales portant sur des distributions de substantielles d'autoconsommation d'énergie renouvelable, sur les communautés d'énergie renouvelable, sur le stockage local de l'énergie,
sur la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens, vous pouvez prélever ou vous pouvez apporter, et ainsi que sur d'autres services de flexibilité. Donc on est vraiment dans faites-le, allez-y, et tout ce qui peut rendre le réseau flexible, plus flexible grâce à la demande, vous devez le mettre en place. Le sujet est abordé à de très nombreuses reprises tout au long de la directive, sans disposition particulière, sauf pour les véhicules électriques qui sont intégrés dans le système global, c'est-à-dire chargés, déchargés, bidirectionnels. Les points de recharge nouveaux et remplacés, accessibles au public, doivent soutenir des fonctionnalités de recharge intelligentes et, le cas échéant, être reliés à l'interface avec les systèmes intelligents de mesure, tout ça pour avoir un système d'équilibrage par du stockage intelligent. Ces systèmes mobiles, tels que les batteries domestiques, les véhicules électriques et d'autres petites ressources énergétiques décentralisées, doivent pouvoir participer au marché de l'électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d'équilibrage, notamment par agrégation. Donc on voit là de nouvelles opportunités en fait de développement d'activités connexes de la production. Ça, c'était les 3 points précis. Ensuite, on a un certain nombre de mesures spécifiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais essayer d'aller donner quelques indications. D'abord, il faut éviter les doubles comptages, à la fois en interne et entre États membres, d'où une définition de la consommation finale d'électricité produite à partir des sources renouvelables et de la consommation finale d'énergie produite à partir des sources renouvelables. Il faut ensuite traiter la question des données. Il y a énormément de points, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, sur les données pour favoriser la surveillance de l'équilibre du réseau et pour aider à cette participation active de la demande pour éviter les discriminations sur le marché de l'électricité. Ces données doivent concerner également tout ce qui est le stockage, les batteries, les véhicules électriques. Les carburants renouvelables doivent pouvoir être tracés grâce à ce système de données, de même que les carburants à base de carbone recyclé, les transactions, etc., etc. Ici, un système de garantie d'origine est mis en place. Les données correspondantes doivent pouvoir être saisies et consultées avec toutes les garanties nécessaires. S'agissant des garanties d'origine, elles doivent pouvoir être émises à partir de toutes les sources renouvelables, y compris les carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique, tels que l'hydrogène, à condition que le producteur ne bénéficie pas du soutien des régimes d'aide. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est ou appellation ou garantie d'origine ou aide. Ensuite est mis en place un système de qualification et de certification. Ces systèmes doivent être disponibles pour les installateurs et les concepteurs, pour les installateurs de points de recharge, de manière à ce que la participation active de la demande puisse s'exercer dans tous les domaines, y compris le stockage, qui est un point extrêmement important. Le public doit connaître ces systèmes de certification et de qualification de manière à pouvoir faire appel à des prestataires reconnus. Des accords de coopération spécifiques peuvent être mis en place entre États et au 31 décembre 2025, il y a une obligation de mettre en place au moins 2 projets communs, avant le 31 décembre 2030, donc ça commence en 2025, 31 décembre 2030, tout État devra faire montre d'avoir mis en place au moins 2 projets communs avec un autre État membre et un troisième pour le 31 décembre 2033. Enfin, l'article 9 de la directive de base est modifié en ce qui concerne les accords d'achat à long terme pour réduire toutes les barrières aux accords d'achat à long terme des énergies renouvelables, y compris la réduction des risques financiers et l'aide aux garanties de crédit. Ce sont des éléments très importants parce qu'ils permettent effectivement de garantir les acteurs du marché. J'en viens maintenant aux dispositions spécifiques. Elles concernent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois certains types d'énergie renouvelable et certains usages. Sur les types d'énergie renouvelable, tout d'abord,
le texte consacre beaucoup de développement aux carburants renouvelables non biologiques. Règles à respecter pour qu'ils puissent être comptabilisés parmi les énergies renouvelables, modalité de calcul de la valeur à retenir au regard du contenu énergétique en fonction des différents types d'utilisation, aérien, maritime ou routier, règles spécifiques en ce qui concerne le carburant fabriqué à partir des déchets, qui ne peut être pris en compte que s'il y a un tri préalable des déchets, sinon ce n'est pas possible. Et également à partir des sous-produits de l'agriculture, avec des exigences en ce qui concerne la nature des terres et leur usage. Deuxième point, la biomasse forestière. Alors, celle-ci est strictement encadrée. L'article 3 de la directive 2018-2001 est modifié, avec, c'est très nouveau, une assimilation de la biomasse forestière au principe de la hiérarchie des déchets qu'on connaît déjà. Est en effet mis en œuvre le principe dit d'utilisation en cascade de la biomasse pour veiller à ce que celle-ci soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée. Dans quel ordre? D'abord, le plus noble, les produits à base de bois. Ensuite, l'allongement de la durée de vie des produits à base de bois. Ensuite, la réutilisation du bois. Ensuite, le recyclage. Enfin, seulement la bioénergie, puis l'élimination pour les bois dont on ne peut absolument rien faire, y compris pas en faire de l'énergie. Alors, des dérogations sont possibles s'il s'agit d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique et, dans certains cas, justifiées localement. Il ne doit plus y avoir d'aide financière directe à l'utilisation des grumes de sciage et de plaquage, de bois de qualité industrielle, de souches et de racines, ni à la production d'énergie renouvelable provenant de l'incinération des déchets, à moins que les obligations de collecte séparées aient été satisfaites. C'est le point que j'évoquais tout à l'heure. Il ne devra plus y avoir d'aide nouvelle ni de renouvellement d'aide en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière dans des installations exclusivement électriques, sauf si des considérations locales le justifient ou si elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et répond à des exigences spécifiques. Production électrique, ça veut donc dire que la cogénération n'est pas visée par cette interdiction. La production de biocarburants à partir de la biomasse ligneuse doit respecter les objectifs climatiques généraux des États membres qui ont l'obligation de procéder à une évaluation d'approvisionnement national de 2021 à 2030 et de sa compatibilité avec la politique climatique. C'est un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte, et nous Français sommes particulièrement concernés, que nos puits de carbone ont fondu comme neige au soleil. C'est-à-dire que nous avons entre 2 et 3 fois moins de puits de carbone forestiers que ce que nous attendions. Ce qui est extrêmement dommageable, d'abord pour la collectivité, parce que moins de puits de carbone, ça veut dire plus de CO2, mais surtout, comme les émissions nationales sont comptabilisées en net, c'est-à-dire ce qu'on émet moins ce qu'on stocke, moins on stocke et moins on va pouvoir émettre. Par voie de conséquence, ce sujet est extrêmement préoccupant et la reconstitution de puits de carbone efficients dans nos forêts est un sujet majeur, d'où cette obligation. Enfin, des règles particulières sont fixées pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse en fonction de la taille des installations et de leur date de mise en œuvre. Troisième point, les énergies renouvelables en mer. Des objectifs indicatifs de production d'ENR en mer sont fixés par bassin maritime, les États membres devant fournir des informations sur les volumes qu'il est prévu d'atteindre à l'aide d'appels d'offres. La planification de l'espace maritime doit tenir compte des activités déjà en cours dans les zones concernées, mais peut être affectée pour intégrer les nouveaux projets d'énergie marine. Ce n'est pas seulement les éoliennes en mer. Là, il y a 7 types d'énergie marine. Les communautés d'énergie renouvelable peuvent être incluses dans des projets communs d'énergie renouvelable en mer et de manière générale. Mais la simplification de la procédure d'octroi de permis devra être respectée.
Voilà donc pour 3 types d'ENR bien particulières qui font l'objet de règles spécifiques. J'en viens maintenant aux dispositions relatives aux usages. Nous en verrons 3, le chauffage et le refroidissement, les transports, non 4 même, les bâtiments et l'industrie. Alors, c'est incontestablement le chauffage et le refroidissement qui fait l'objet de plus de règles. Leur part doit augmenter d'au moins 0,8% en moyenne annuelle sur la période 2021-2025 et au moins 1,1% sur la période 2026-2030, avec comme point de référence la part d'ENR dans le secteur chauffage et refroidissement en 2020. La part d'énergie produite à partir des sources renouvelables de chaleur et de froid fatales, j'ai défini tout à l'heure ce dont il s'agissait dans le réseau de chaleur et de froid, doit augmenter de 2,2% par an pour la période 2021 à 2030. Donc, c'est indépendant de la part d'ENR produite à cet effet, si je puis dire. Des règles spécifiques sont toutefois mises en place pour les États membres disposant déjà d'une part très importante de chaleur et de froid fatal. Le froid fatal et la chaleur fatale peuvent être comptabilisés dans la limite de 0,4% dans le pourcentage d'ensemble, avec d'autres limites maximales sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Pour les générateurs de chaleur et de froid dont l'efficacité est supérieure à 100%, ils peuvent être comptabilisés dans l'électricité renouvelable utilisée dans le chauffage et le refroidissement. Les États membres doivent évaluer leur potentiel d'énergie produite à partir des sources renouvelables et d'utilisation de chaleur et de froid fatal dans le secteur du chauffage et du refroidissement. L'évaluation d'un point de vue économique de la technologie disponible viable, tant pour les utilisations industrielles que domestiques, doit être définie ainsi que les étapes pour y parvenir. Les informations doivent être fournies aux propriétaires et locataires de bâtiments et aux PME pour améliorer l'utilisation des énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Et 8 mesures spécifiques, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, sont prévues. Les gestionnaires de systèmes de réseau de chaleur et de froid de capacité supérieure à 25 MW sont encouragés à raccorder les fournisseurs tiers à partir de sources renouvelables de chaleur et de froid fatales ou à proposer à ces mêmes fournisseurs le raccordement et l'achat de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables. La coordination entre les réseaux de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité doit être facilitée pour garantir des services d'équilibrage, de stockage et d'autres services de flexibilité. Enfin, les États membres ont un délai de 4 ans pour évaluer le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture. Les États membres doivent évaluer le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d'énergie et d'équilibrage. Et ce bilan doit être effectué tous les 4 ans. Cela doit permettre d'améliorer notamment la participation des consommateurs aux politiques d'équilibre et de sobriété. Le deuxième secteur est celui des transports. D'ici 2030, les transports devront avoir 29% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale, avec une réduction de l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 14,5%. La part de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'article 9 partie A et des carburants renouvelables d'origine non biologique doit être au moins de 1% en 2025, 5,5% en 2030, dont une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1% en 2030. Ensuite, on a des objectifs différenciés selon les types de carburants à partir de 2030 et une obligation pour la quantité totale d'énergie fournie au secteur de transport maritime dans les ports qui devra être au moins de 1,2% d'origine de carburants renouvelables d'origine non biologique. Le point suivant est celui des bâtiments. Alors je vais très très vite parce que c'est des dispositions qui en fait sont très très longues et je vous fais vraiment une toute petite synthèse. Mais je pense que chaque secteur pourra aisément se reporter
à la directive elle-même pour avoir plus de détails. Pour les bâtiments, on a un objectif d'au moins 49% d'énergie produite à partir de renouvelables dans le bâtiment, dans la consommation finale d'énergie en 2030. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, les États doivent définir une part nationale indicative d'énergie renouvelable produite sur site ou à proximité, ainsi que des énergies renouvelables soutirées du réseau dans la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment en 2030 pour permettre d'atteindre cet objectif. Autrement dit, le bâtiment peut lui-même être source de production d'énergie ou à proximité. La chaleur et le froid fatal peuvent être comptabilisés pour la part nationale indicative dans la limite de 20%. Les mesures doivent être intégrées dans les codes correspondants pour augmenter la part d'électricité, de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produites sur site ou à proximité. Proximité, ça peut être par exemple des ombrières. Les bâtiments publics doivent jouer un rôle exemplaire et les technologies innovantes telles que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés intelligents et basés sur les ENR, complétés le cas échéant par une gestion intelligente de la consommation d'énergie dans les bâtiments, peut également être utilisé. J'en viens au dernier point, qui est celui de l'industrie. La part des énergies renouvelables destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques d'un secteur industriel doit augmenter d'au moins 1,6 par an entre 2021 et 2025 et entre 2026 et 2030. La chaleur et le froid fatal peuvent être comptabilisés dans la limite de 0,4% à condition qu'ils soient fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces avec des règles spécifiques. Le principe de primauté de l'efficacité énergétique et de l'efficacité de la compétitivité et de la nécessité de traiter les obstacles réglementaires et administratifs est applicable. Les carburants renouvelables d'origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques doivent représenter au moins 42% de l'hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l'industrie d'ici 2030 et 60% d'ici 2035. C'est un point que j'avais rappelé pour commencer. Les systèmes d'étiquetage volontaire pour les produits industriels produits avec de l'énergie renouvelable ou des carburants renouvelables peuvent être mis en place. Les États membres doivent communiquer la quantité de carburant renouvelable d'origine non biologique qu'ils prévoient d'importer ou d'exporter dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Et c'est sur cette base que la Commission élaborera sa stratégie concernant l'hydrogène, qu'il soit importé ou produit à l'intérieur du marché de l'Union, et ce, dans le but très clair de promouvoir un marché européen de l'hydrogène qui reste à construire. En conclusion, ce texte aurait mérité non pas les 40 et quelques minutes que je viens d'y consacrer, mais à peu près 2 heures. De très nombreux secteurs économiques sont concernés. En réalité, tous les secteurs sont concernés puisqu'il s'agit de production d'électricité et d'énergie. Mais bien au-delà, certains secteurs sont particulièrement concernés, tout le transport, tout le bâtiment, ce qui est quand même assez nouveau, parce que jusqu'à maintenant, on était plutôt dans l'efficacité énergétique, mais pas tellement dans la production d'énergie renouvelable, et le secteur industriel et le secteur du chaud et du froid, qui est un secteur absolument essentiel, le froid d'ailleurs prenant de plus en plus d'importance au fur et à mesure que nous subissons les effets du dérèglement climatique. J'espère que ce décryptage à un pas de course vous aura intéressé et je suis maintenant bien sûr tout à fait prête à répondre à des questions. Margot, avons-nous des questions? On a une question pour l'instant. Quel est votre regard général sur ce texte? Le trouvez-vous satisfaisant? Alors écoutez, je trouve que c'est un texte qui permet vraiment d'avancer. Et c'est ça qui me paraît tout à fait important. Là, plusieurs points me paraissent vraiment très importants. Le premier, c'est l'accent mis sur l'autoconsommation et les communautés locales d'énergie. Personnellement, je crois énormément à ce développement-là parce que la massification, elle passera par l'adhésion de tous nos concitoyens à ces nouvelles politiques. Et comment mieux les convaincre
qu'en leur permettant de réaliser eux-mêmes des opérations d'énergie renouvelable et de bénéficier d'économies substantielles sur leur facture d'électricité. Je pense que c'est vraiment un point qui est tout à fait central. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est tout ce qui facilite les procédures. Il est inadmissible qu'il faille 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour réaliser un projet d'énergie renouvelable en France. Les délais très courts qui sont fixés par ce texte et dont j'espère que l'administration française fera en sorte qu'ils puissent être respectés, parce que sinon elle se mettrait évidemment en contravention avec l'Union européenne, devraient permettre de faciliter grandement l'installation des projets. Ensuite, on a des objectifs par catégorie, ce qui me paraît également quelque chose de très important, car il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif est extrêmement ambitieux. Extrêmement ambitieux. Atteindre 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et 42% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, c'est absolument colossal. Voilà, donc je pense que c'est un texte qui va vraiment dans la bonne direction, qui est très concret. Bon, alors bien sûr, avec des subtilités, avec des règles qui peuvent paraître un peu complexes, j'en conviens, mais qui devraient permettre quand même à l'Europe de redevenir un acteur majeur non seulement de la production d'électricité, mais de la production d'énergie. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est de la décarbonation, c'est-à-dire la substitution aux fossiles de sources renouvelables ou non carbonées, pour nous la France, puisqu'on a effectivement un secteur nucléaire qui reste extrêmement important. Donc, je pense que c'est tout à fait essentiel, mais derrière, il faut que la chaîne de valeur se réinstalle en Europe. Et pour que la chaîne de valeur se réinstalle en Europe, eh bien, il faut qu'il y ait des conditions de réalisation des projets qui soient très favorables. Autre question? Autre question. Vu l'état de la logistique en France, par exemple, la suppression massive de postes dans la fonction publique, comment le gouvernement compte-t-il respecter les délais d'instruction de ces installations? Merci pour la question et je n'ai pas la réponse. Comme vous avez pu le noter, je ne suis pas au gouvernement. C'est une vraie préoccupation. Alors, le gouvernement en est très conscient parce qu'on voit fleurir depuis quelques années maintenant des textes qui progressivement donnent à des entités privées des rôles qui étaient ceux préalablement de l'État. Par exemple, en matière d'installation classée, lorsqu'aujourd'hui une entreprise ferme son site et fait un projet de remise en état, c'est un organisme privé agréé qui va aller regarder le projet de remise en état qui sera ensuite tamponné par l'administration, alors qu'avant, c'était l'administration qui regardait ces projets-là. Voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres et on sait aussi que les organismes de contrôle ont été complètement dépeuplés. Là, il va falloir que l'administration française elle trouve un moyen de répondre à ces demandes. Et question connexe que je n'avais pas posée, mais qui pour moi est tout aussi majeure, comment est-ce que RTE et Enedis vont faire pour le raccordement? Parce que nous avons un retard en matière de raccordement qui est absolument colossal. Et aujourd'hui, bien souvent, c'est sur le raccordement que bloquent les opérations. Et là, très franchement, les autorisations de raccordement devront être données dans des délais très courts. Alors, c'est la suite de la question. De la personne. Donc, trouvez-vous que l'instruction peut être valablement réalisée dans les conditions actuelles de sous-effectif des DREAL? Sinon, peut-on vraiment se réjouir de cette directive ou y voir la promesse de potentielles nouvelles menaces? Menace, alors il faudrait que la personne qui me pose la question précise qu'elle entend par menace, je ne sais pas. Écoutez, c'est peut-être l'occasion de renforcer un peu nos DREAL qui en ont bien besoin. La question de la faiblesse des installations classées est une question permanente qui joue ici pour la délivrance des autorisations, mais qui peut jouer aussi pour les installations classées en général. Alors, ceci étant, il y a un certain nombre d'autorisations qui relèvent des permis de construire, donc des communes.
Donc, il faut effectivement que les communes puissent trouver en préfecture des relais pour les aider à instruire les dossiers dans les délais qui leur sont donnés. Oui, effectivement, c'est un peu le chat qui se mord la queue, je suis bien d'accord. Mais bon, je pense que ça va nous obliger à nous bouger et il faut que nous nous bougions. La personne précise des menaces par rapport à la faiblesse des installations classées. Oui, on a un problème. J'ai évoqué tout à l'heure la question du contrôle, oui. Et je dirais que le débat actuel sur le nucléaire et la pérennité de l'IRSN, que personnellement je défends, c'est un peu du même acabit. Les services de contrôle de l'État ont été complètement réduits au cours des années passées et c'est des risques permanents que nous prenons, c'est tout à fait clair, c'est vrai. Alors, nous avons une autre question. Quid du lien avec la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive ETS? Alors, vous avez bien vu que dans les indications que j'ai données tout à l'heure, il y avait parfois la possibilité pour une industrie, notamment c'est vrai pour les transports, de compter en réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou en utilisation des énergies renouvelables. Il faut bien comprendre que ce texte s'intègre dans une conception qui est plus large, qui est celle de la réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Dans la conception européenne de départ, je rappelle d'où on vient. On vient du 3 x 20. Le 3 x 20, il a été imaginé en 2008. Ça va bientôt faire 20 ans. Pas tout à fait, 15 ans. 3 x 20, c'était 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, 20% d'efficacité énergétique en plus, 20% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. Aujourd'hui, on est dans des objectifs qui ont été déconnectés. En ce sens, c'est plus 20-20-20. On voit bien. C'est 55 pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est 42,5 pour la part des énergies renouvelables. Mais pour atteindre la baisse des émissions de gaz à effet de serre, il faut décarboner, c'est-à-dire réduire la part du fossile dans le fonctionnement de nos sociétés. Pour décarboner, on électrifie et on utilise d'autres produits qui ne sont pas d'origine fossile. Les biocarburants, l'hydrogène vert, sont des produits qui ne sont pas d'origine fossile, mais qui contribuent à la décarbonation, notamment de l'industrie ou du transport. Parce qu'il faut bien voir que le fossile, c'est essentiellement dans le transport aujourd'hui. C'est aussi dans le chauffage, c'est beaucoup dans le transport. Voilà, donc cette directive énergie renouvelable, elle s'intègre dans ce concept beaucoup plus large en liant l'atteinte de l'objectif de 55% au fait que nous parvenions à avoir 42% d'ENR, et dans ces ENR, il y en a une partie qui est à usage électrique et une partie qui est à usage non électrique. Alors, donc c'est la suite de la question de cette même personne. Les émissions issues des énergies renouvelables seraient comptabilisées à zéro. Alors, il y a dans le texte qui est là un certain nombre de précisions qu'ils ont données. Oui, en principe, de mémoire, mais il faudrait que je vérifie ce point. Les ENR sont en tout cas, éolien solaire est comptabilisé à zéro. Alors pour le reste, c'est différencié. Et là, je n'ai pas la réponse, mais je pourrais vous la donner si vous le souhaitez. Alors, autre question, quel est l'impact de cette directive sur la nouvelle loi d'accélération des ENR adoptée en mars 2023 ? On va pouvoir reprendre notre copie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce que la loi est très insuffisante au regard de cette directive. Et donc, il va falloir retravailler la loi, très probablement à la suite de l'adoption de la PPE.
donc des nouveaux objectifs de 55%, puisque je rappelle qu'on n'était pas à 55 mais à 40, des nouveaux objectifs en termes de NR, je rappelle qu'on était à 30 et pas à 42. Voilà, donc tout va être revu et la loi devra être revue aussi. Je dois dire que je suis assez inquiète de voir les décrets sortir, notamment sur l'agrivoltaïsme, qui sont extrêmement restrictifs. On est complètement à côté de la plaque. Y a-t-il un volet géothermie profonde dans cette directive? Pas à ma connaissance. Autre question. Cette directive européenne va dans le bon sens. Vu que les dispositions sur l'isolation des bâtiments sont très peu respectées malgré l'attirail des mesures incitatives répressives, peut-on s'attendre au respect de ces nouvelles dispositions par les collectivités? Ne faut-il pas centraliser cette mission? Alors, je crois qu'il faut comprendre que l'énergie, aujourd'hui, elle doit être pensée de manière décentralisée. Donc, je ne crois pas qu'on puisse centraliser cette mission. Au contraire, il faut donner aux préfectures les moyens de faire appliquer la loi. Les préfectures, c'est l'État, hein, c'est de la déconcentration. La décentralisation, c'est de donner le pouvoir aux collectivités territoriales qui sont, pour beaucoup d'entre elles, extrêmement actives sur ces sujets, parfois beaucoup plus actives que l'État d'ailleurs. Donc je ne crois pas qu'il faille centraliser, pas du tout. Ceci étant, il faut donner les moyens et sur la rénovation des bâtiments, évidemment, il va falloir faire des efforts beaucoup plus considérables. J'ai vu que vous avez vu comme moi que dans les annonces faites par le président de la République sur la planification écologique, il y avait un nouveau boost qui était donné à la rénovation. Et dans les textes sur l'efficacité énergétique sur lesquels nous aurons l'occasion de parler dans un prochain webinaire, nous reviendrons sur le sujet de l'isolation. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Bien, bah écoutez, merci pour votre attention et j'espère notre prochain webinaire qui est Margot qui aura lieu mercredi prochain à la même heure. Merci voilà. beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est coupé ?